Bien le bonjour, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet assez grave, puisque je vais vous parler de, comment dire, des camps de concentration et de la déportation. Alors, les camps de concentration en France ont commencé dès 1939 avec les camps de concentration des réfugiés espagnols, des réfugiés républicains espagnols qui fuyaient l'Espagne pour tout simplement trouver une place dans la République française. Il faut noter que les conditions étaient déjà désastreuses. C'était des camps où il y avait de la répression, où il y avait beaucoup de violence, n'est-ce pas, envers les Espagnols, envers les gens qui y étaient tout simplement. Et ces camps de concentration vont prendre un nouvel essor avec ce qui va se passer avec la rafle du Veldiv. La rafle du Veldiv, c'est une rafle qui a été organisée par l'État français, par Pétain et Bousquet, je crois. Et ils ont décidé de ratisser 40 000 juifs. Donc au début c'était des juifs étrangers. Puis Pétain, dans sa grande mansuétude, a dit qu'il ne fallait pas séparer les enfants de leur famille, parce que c'était inhumain, n'est-ce pas? Les amener dans des chambres à gaz, mais c'était inhumain. Donc voilà. Et ces camps-là, il y avait Dachau, Buchenwald, Auschwitz, et j'en passe, ils étaient plus nombreux que ça. Et à Buchenwald, il y avait sur le fronton de la porte d'entrée des choses du style Arbeit macht frei, le travail rend libre. Donc c'était assez funeste. Et Auschwitz, pardon, Buchenwald, excusez-moi, Buchenwald, ça veut dire le bois des vautours. Voilà. Sachant que les nazis traitaient les juifs de vautours, alors que les vrais vautours, qui étaient-ils? Voilà. Donc, de ces camps du Veldiv, ils ont été transportés en train jusqu'au camp de concentration qui était en Allemagne ou à la frontière, etc. Ces camps de concentration étaient souvent jouxtés avec des chambres à gaz. Et c'est là que je vais arriver aux chambres à gaz avec Buchenwald, car j'y ai été comme témoin actuel, hein. En 1991, me semble-t-il, ou 93, je ne me rappelle plus. Je crois, non, 1993, je crois. Et c'était juste après que le mur soit tombé et que le mur de Berlin soit tombé, le mur de la honte, le mur de la guerre froide, n'est-ce pas? Donc ce mur est tombé, mais c'est là qu'on a découvert les vestiges de Buchenwald, les baraques toujours debout, etc. Euh, et puis il y a ces films qui sont extrêmement prenants sur le camp et la façon dont vivaient les gens dans le camp.
sur des paillasses faites de paille et de bois, n'est-ce pas? Des lits superposés avec de la paille comme matelas, sachant qu'ils n'avaient qu'une tenue de prisonnier extrêmement fine pour résister l'hiver, sachant également qu'il y avait des maladies telles que la rougeole, le typhus, etc., qui se propageaient extrêmement rapidement car elles étaient contagieuses dans la population, sachant de plus que ne pouvant pas manger sainement et de façon comment dire de façon libre, sans être rationné, il ne pouvait pas se nourrir normalement, donc les forces n'étaient pas là, l'attention n'était plus là, etc., etc. Donc le désespoir était souvent ce qui ressortait de ces vies qui restaient en marche comme ça dans ce camp. Et je parlerai des chambres à gaz maintenant, sachant que quand vous rentrez dans ces chambres-là, c'est même pas les chambres à gaz, c'est le four crématoire. C'est le four crématoire. Pardon. Quand je suis rentrée dans l'accueil du four crématoire, là où il y avait la chambre à gaz, la chambre à gaz, on sentait des odeurs bizarres. Et le four crématoire, il y avait une odeur persistante et écœurante et on s'imaginait très bien ce qui s'était passé là. Après toutes les explications qu'on avait eues dans le cheminement du camp, visite des chambrées, visite du poste médical, visite, etc., etc. Donc voilà. Tout ça pour voir qu'en 1945, quand on a ouvert à la liberté ce camp, les détenus survivants, parce qu'on ne peut pas appeler les détenus survivants, je dis détenus parce qu'ils étaient détenus par les nazis, mais les survivants de ce camp étaient décharnés, ils étaient à l'état de fantômes humains. Ils étaient là, mais ils n'étaient plus là pour certains, dans leur tête. La folie les avait embarqués sur une autre rive. Et il y avait des gens comme Simone Veil qui sont sortis des camps et qui prenaient le refus de la vengeance. Elle voulait de la justice, mais pas de la vengeance. Alors après, il y a eu le procès de Nuremberg qui a mis en exergue tous les grands manipulateurs du réseau nazi, n'est-ce pas, qui ont été soit punis, soit qui sont partis en Amérique latine où ils ont pu faire leur vie. D'ailleurs, il y a des sections qui s'étaient formées après-guerre pour rechercher les nazis qui s'enfuyaient en Amérique latine, en fait. Et certains sont toujours pourchassés par une sorte de milice qui recherche les anciens détenus, les anciens nazis pour qu'ils soient mis en détention ou pour que leur argent soit pris
pour le restituer aux Juifs qui ont été spoliés de leurs droits, spoliés de leurs biens pendant toute la guerre, sachant aussi que bien avant le Veldiv, il y avait des choses qui se passaient, les Juifs qui se faisaient arrêter avant qu'il y ait, enfin, à partir du moment où il y a eu une étoile jaune à mettre sur sa poitrine pour les enfants de plus de 6 ans et les adultes. À partir de ce moment-là, certains juifs se sont fait spolier tous leurs biens. Ils se sont fait mettre à la porte de leur maison, de leur appartement, comment dire, pour laisser la place aux nazis qui, eux, prenaient place largement et qui ne semblaient absolument pas se rendre compte de l'exécrabilité de leur comportement et de la misérabilité, ça ne se dit pas, la misère humaine dont ils faisaient preuve. Voilà. Donc, alors, sont intervenus beaucoup de gens pour sauver des Juifs, pour sauver des Espagnols, pour sauver des communistes, pour sauver des homosexuels, pour sauver des gens qui voulaient passer la frontière pour aller soit dans le sud de la France, dans la zone dite libre, soit pour partir dans d'autres zones du style en Angleterre ou en Amérique latine, puisque je vous rappelle que sur le continent africain, il y avait également la Seconde Guerre mondiale qui faisait œuvre, puisque les colonies étaient prises à mal par les nazis également, qui insinuaient beaucoup de choses sur les Français, sur les autres Européens, pour que l'Allemagne nazie puisse s'installer à la place des Français, à la place des Espagnols, à la place des Anglais, sur le territoire africain, n'est-ce pas? Donc après, colonisation, pas colonisation, etc., il y a certainement beaucoup de morale à avoir par rapport à ces questions-là. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qui s'est passé par rapport à la déportation et par rapport au camp de concentration. Voilà. Donc, voilà. J'espère que j'aurai été assez claire et assez intéressante et assez concise en vous parlant de tout ça. Je sais que j'étais extrêmement choquée en voyant certaines choses en Allemagne quand j'y étais. Enfin, à Buchenwald, quand j'y étais en 1993. C'était en 91 ou 93, je ne sais plus. Et ce qui était vraiment frappant, quand vous rentriez dans l'ex-Allemagne de l'Est, il y avait des logements qui étaient fissurés, des logements qui étaient dans un état pitoyable, mais ils avaient la parabole pour pouvoir avoir le satellite, pour pouvoir avoir les chaînes satellitaires sur la télévision. Voilà l'écart entre habiter un lieu difficile et avoir quand même la modernité qui arrive à votre porte. Voilà. Donc je finirai avec ces propos
Et il y avait une chanson, je crois que c'est Neun und 90 Luftballon, je crois que c'était ça. Une chanteuse allemande chantait ça sur un air entraînant. Je crois que c'était en 89 qu'elle sortit cette chanson pour rappeler qu'il y a eu de nombreuses personnes qui ont essayé de passer la frontière est-ouest avant que le mur ne tombe en ballon. Ils ont essayé de passer à travers la frontière en voiture, sous des couvertures. Il y avait des expéditions comme ça qui étaient difficiles et qui pouvaient coûter la vie aux gens qui essaient de passer. Donc voilà. Donc et en 91, je crois qu'il y a eu quelque chose avec des ballons avec des dirigeables, des ballons dirigeables pour passer au-dessus du mur. Je ne sais plus si c'était cette année-là, en 89, ou si ça a été plus tard, mais je sais qu'il y a eu une compétition ou une manifestation, une démonstration avec des ballons au-dessus du mur. Voilà. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.